Bienvenue à cette analyse des sources qu'on a reçues. Aujourd'hui, on plonge dans des documents assez particuliers. Ils tracent des liens, disons, complexes entre crimes organisés, des réseaux post-soviétiques, certaines figures militaires ici en Occident, puis même des événements majeurs comme le 11 septembre. Oui, c'est ça. Des notes souvent présentées comme spéculatives qui proposent une lecture, disons, alternative de l'histoire récente. Exact. L'objectif, c'est de décortiquer un peu comment ces analyses tissent une trame. Ça part de la chute de l'URSS, ça passe par la montée de mafias transnationales, certaines politiques américaines, même la révolution iranienne, Mhm. pour arriver à une interprétation très spécifique des attentats de 2001 et de leur suite. Effectivement, l'argument central, si on veut, c'est que l'effondrement soviétique aurait pas tant détruit les réseaux, mais les aurait comme libérés. L'idée, ouais. Puis ce serait infiltré en Occident. C'est l'idée. Et des événements comme le 11 septembre, là-dedans, sont vus comme des points de convergence, des moments clés. OK, bon, allons-y, regardons ça de plus près. D'abord, les textes insistent beaucoup sur ce qui s'est passé après 1991. Oui. Ils suggèrent que les anciennes structures de sécurité soviétiques, genre KGB, GRU, se seraient pas juste évaporées. Elles se seraient Recyclés. recyclées. En réseau criminel, mais aussi d'influence à l'échelle mondiale, utilisant leur expertise, c'est pour s'intégrer dans l'économie globale. C'est fascinant comme idée. Ben oui. Puis ces analyses parlent d'une espèce de cartélisation du commerce mondial. Cartélisation, Ouais. Comme quoi, ces réseaux post-soviétiques s'allieraient à d'autres groupes criminels et pénétreraient le système via des circuits financiers offshore, des ONG, voire même, selon une source, des organisations religieuses. Il y a une mention d'un groupe comme les Donmei, lié historiquement au sabbataïsme, un courant mystique assez complexe, qui viserait l'Église, des institutions, les armées. wow, OK. Puis ça nomme des gens spécifiques aussi. John Gotti, par exemple. Oui, Gotti présenté un peu comme un homme d'État clandestin presque. Son déclin aurait coïncidé, selon cette lecture, avec l'arrivée de mafias étrangères plus organisées. Comme les Albanais et les Russes. Exact. Puis la mafia albanaise, une source la lie même au général Wesley Clark via la guerre du Kosovo. Ah oui, comment ça? L'idée soulevée, c'est que l'intervention de l'OTAN aurait, peut-être involontairement, fourni une couverture pour l'installation de cellules criminelles aux États-Unis. Intéressant. Ça mentionne aussi Rudolph Giuliani. Oui, Giuliani, sa fameuse lutte anti-mafia à New York, selon ses textes, ça aurait surtout eu l'effet de déplacer le pouvoir. Comment ça? Déplacé. Ça aurait affaibli les familles italo-américaines traditionnelles, mais au profit de réseaux étrangers, souvent plus discrets, plus difficiles à cerner. D'accord. Fait que ça aurait pas vraiment réglé le problème, juste changé les acteurs. C'est un peu ça l'idée avancée, ouais. Puis on évoque aussi des liens entre certains de ses collaborateurs puis des activités de consultation dans les Balkans, en Asie centrale. OK, c'est là que ça devient... Vraiment large. les généraux Wesley Clark et Mark Milley sont aussi mentionnés. Mhm. Là, les sources spéculent pas mal sur les origines familiales, les réseaux. Genre des origines yougoslaves ou liées au Pahlavi pour Clark, ou européennes bolcheviques pour Milley. C'est présenté comme des vulnérabilités potentielles. Des points d'entrée possibles pour de l'influence étrangère, mettons. C'est très spéculatif, là. Bien sûr. Mais l'idée générale, c'est que tous ces fils réseaux post-soviétiques, nouvelles mafias, certaines figures politiques, militaires, tout ça, convergeraient autour d'événements clés. C'est ça, la révolution iranienne de 79, par exemple. Ouais. Elle est présentée pas juste comme un soulèvement populaire, mais comme un événement qui aurait pu être toléré, voire catalysé par des intérêts externes. Pourquoi faire? Pour remodeler la région, contrôler l'énergie, créer un acteur, l'Iran chiite, qui soit instable, mais potentiellement utile ou manipulable. OK. Puis ensuite arrive le 11 septembre. Le gros morceau. Ouais. Les sources le décrivent pas juste comme une attaque terroriste externe, c'est plus un point de convergence, un déclencheur. Exactement. Avec plusieurs conséquences possibles selon cette interprétation. Lesquels? Qu'est-ce que ça aurait permis, d'après ces textes? Premièrement, ça aurait permis d'éliminer, ou du moins d'affaiblir, des structures criminelles jugées dépensées, comme certaines factions italo-américaines. OK. Ensuite, Ensuite. justifier la mise en place d'un appareil sécuritaire énorme, centralisé, surveillance, etc. Troisièmement, consolider de nouveaux réseaux. Un mélange de crime international, de capitalisme de sécurité, les compagnies privées, et d'anciens militaires reconvertis. Puis il y a un point
crucial aussi sur l'énergie, non? Tout à fait. C'est peut-être qu'au cœur de l'argumentation pour certaines sources. L'idée, c'est que ça aurait permis de déstabiliser l'ordre pétrolier saoudien. De discréditer l'islam sunnite comme allié. Voilà. Et de préparer un grand repositionnement énergétique global. Comment? Mais potentiellement via un retour contrôlé de l'Iran sur la scène internationale, ou même, idée encore plus audacieuse, en misant sur la figure de l'héritier Pahlavi. L'héritier du Shah. Ouais, comme possible leader d'un nouvel ordre régional centré sur l'énergie. Wow! Fait que si on essaye de relier tout ça, Bien, ces analyses suggèrent que des événements qui nous semblent chaotiques, fragmentés, pourraient s'inscrire dans une logique de reconfiguration du pouvoir mondial. c'est pas nécessairement une seule grosse conspiration. Non, pas forcément. Plutôt une convergence d'intérêts, une exploitation assez cynique des failles du système occidental après la guerre froide par différents groupes. Crimes organisés post-soviétiques, factions militaires, élites financières, peut-être même des groupes ésotériques anciens, comme mentionné tantôt. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Bien, je pense que ça nous invite à considérer une lecture systémique, où le crime transnational, l'héritage post-soviétique, le parcours de certaines figures militaires et politiques, puis le grande stratégie énergétique, tout ça s'entremêle de façon complexe. Et les événements majeurs comme le 11 septembre sont vus comme des catalyseurs pour des transformations profondes. C'est ça. La conclusion vers laquelle ça pointe, c'est que la fragmentation qu'on voit aujourd'hui en Occident, la polarisation, ce serait pas juste un accident de parcours. Mais potentiellement le résultat de ces dynamiques de longue date. Potentiellement, ouais. Le résultat de ces infiltrations, de ces reconfigurations qui dateraient de la chute de l'URSS. Et pour finir, il y a cette projection assez frappante. Ah oui, celle sur 2030. Oui. Une source qui évoque la possible restauration d'un empire perse modernisé avec l'héritier Pahlavi à sa tête. Dirigeant un cartel énergétique mondial né du chaos actuel. C'est une perspective qui, disons-le, remet pas mal en question les récits habituels sur notre époque. Ça laisse matière à réflexion. Absolument. Une lecture très alternative, comme on dit au début.